Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à la salle Vulnet Endgame sur TryHackMe. Allez, c'est parti. Alors, la salle est lancée. Voilà, ici dans les indications, on nous dit qu'on peut accéder au système à cette adresse IP, donc celle qui est ici, et vulnet.thm. Je n'ai pas encore rajouté mon vulnet.thm dans mon fichier host. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que si on tape t2 avec l'adresse IP, effectivement, on nous dit que les services sont accessibles seulement à travers vulnet.thm. Donc, en fait, cela veut dire qu'il faut rajouter ce nom de domaine dans le fichier host. Alors moi, comme vous le savez maintenant, j'utilise le DNS mask, donc sudo vi DNS mask. Voilà, hop, voilà. Et donc ici, donc je l'avais déjà rajouté, j'ai un vulnet.thm de la fois précédente, mais il faut que je mette à jour l'adresse IP. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à redémarrer le DNS mask. Et donc par exemple, si je ping vulnet.thm, effectivement, c'est bon, je l'ai. Alors première chose que l'on fait, bien sûr, on va faire le petit nmapper vulnet.thm sur du hall et on va voir ce que ça donne. Ok, donc il y a voilà deux ports ouverts, 22 et 80. Ok, donc 80, effectivement, on avait vu qu'il y avait quelque chose dessus, mais on va aller le voir en tapant vulnet.thm. Voilà, et on tombe sur un site avec un compte à rebours, voilà, une zone d'inscription, tout ça. En fait, ici, rien de particulier à regarder, donc on peut commencer à faire de l'énumération. Donc d'ailleurs, à propos de ça, ici on le voit quand même, énumération is the key. Donc on va faire que ça, de l'énumération pour aller à la pêche aux infos. Donc première étape, forcément, ce que l'on fait, GoBuster, hop. Alors ne faites pas attention à la commande déjà tapée. Voilà, ce qu'on va faire, c'est sur vulnet.thm avec la liste common. On va voir ce que cela nous donne. Donc voilà, GoBuster a fini et ça ne nous donne pas grand-chose. Après avoir tenté différents trucs, de se balader sur le site, d'essayer de trouver différentes choses, on se dit, on va énumérer les sous-domaines. Alors, pour cela, vous l'avez vu dans la commande, j'ai tenté avec GoBuster. GoBuster peut le faire, mais j'ai l'habitude d'utiliser wfuzz. Voilà, donc pour la commande, ici, on a un -c pour avoir de la couleur. HH, vous allez voir, en fait, je vais l'enlever, on l'utilisera après. -h, c'est pour, en fait, supprimer certaines sorties. Voilà, donc on utilise donc l'adresse vulnet.thm et on lui passe le header en tant que host fuzz.vulnet.thm. Donc ici, c'est le mot fuzz qui va varier. Et quelle liste on va utiliser? On va utiliser une liste de DNS, de seclist en fait, qui se trouve dans Discovery, DNS subdomains top 1 million. Voilà, pourquoi? Parce qu'avec la common, vous allez obtenir des résultats, mais il va vous manquer un résultat clé, alors qu'avec la top 1 million, vous allez tout avoir. J'ai enlevé le -hh, vous allez voir ce que ça donne. En fait, ici, on se met à avoir tout plein de résultats. Effectivement, parce que tout nous est retourné avec un code HTTP 200. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'en fait, on filtre ici sur le nombre de caractères que l'on reçoit. On ne veut pas tout ce qui est à 65. On peut se dire que 65, c'est tous ceux qui n'existent pas en fait. Donc -hh 65. Je vais, alors, hop, on va le refaire. On va juste monter tout là-haut. Voilà, ici, et c'est parti. Et vous voyez qu'en fait, ici, il ne nous retourne que ceux qui ont un nombre de caractères différent de 65. Et on peut voir, donc, il nous a retourné shop, blog, API. Voilà, donc on va le laisser tourner un peu. Voilà. Et admin 1. Avec la liste common, vous n'auriez pas eu admin 1 qui est quand même quelque chose d'important. Voilà. Juste pour vous montrer, on va lancer cette commande avec GoBuster pour voir comment ça se passe. En fait, on utilise le paramètre vhost.
Voilà, pour hôte virtuel, virtual host, où là, on lui renseigne juste son URL et la liste de mots. Il n'y a pas besoin de lui renseigner un header comme avec wfuzz. Et donc, si je le lance, voilà, on voit que c'est présenté un peu différemment, mais il trouve aussi blog, shop, API, admin 1 vulnet. D'ailleurs, on peut remarquer que admin 1, il l'a trouvé un poil plus rapidement qu'avec wfuzz. Donc, on peut l'arrêter là parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Donc, ici, ça a planté. OK, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, on va se le noter pour ne pas le perdre. Voilà, on va le mettre ici, on va zoomer un peu. Voilà, on va dégager toute cette partie. Voilà, et ouais, voilà, on peut aller nettoyer un peu tout ça. Là, voilà, et tac, voilà, on en a 4. Et donc maintenant, on va s'amuser à se balader sur tous ces domaines. Alors, commençons par le blog. En fait, voilà, on va s'économiser du temps. Shop ne donne rien. On va commencer donc par blog et voir ce qu'il y a derrière. Alors, donc celle-là, on s'en fiche. On va mettre blog, http://. Et là, on tombe sur autre chose. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il faut voir? On a un blog, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc ici, pour voir ce qui se passe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Burp Suite. Alors, je vois un nouveau terminal. Burp Suite, c'est parti. Voilà, il se lance. Update no, non, plus tard. Allez, hop, c'est pas le moment. Voilà, Burp Suite se lance, très bien. Ok, ça, je vais le réduire. Dans Firefox, on va activer le proxy. Voilà. Donc, et ici, on va se mettre dans Proxy History et on va recharger la page de blog. Voilà. Ah, ouais, non. Attendez, hop. Donc, le proxy a été intercepté. On va désactiver l'interception et on va le refaire. On va recharger la page de blog. Voilà. Très bien. Donc, ici, il y a ça s'affiche. Donc, on va se balader dessus et on va, par exemple, cliquer sur un article. Voilà. Premier article. Et quand on regarde ce qui s'est passé ici, dans Burp Suite, donc on a plein de trucs, et on voit, juste là, qu'il a chargé api.vulnet.thm. Donc si vous vous souvenez bien, c'est un des sous-domaines que l'on avait trouvé avec wfuzz. Et là, il l'a utilisé. C'est intéressant. Donc, on la met de côté. Voilà, et on va essayer de jouer avec ça. En fait, truc intéressant, ce que j'ai remarqué, voilà, donc ça retourne les résultats pour le blog. Voilà, pour la page du blog. Et donc, on peut essayer de jouer avec, mais par exemple, bon, si je mets une cote, j'ai un nul, tout ça. Et truc intéressant, en fait, si je mets un union, c'était select user, 0,0. Je vais enlever les espaces. Voilà, je pense que c'est ça. Je vais le mettre comme ça. Si je l'envoie, celle-là, je n'ai plus d'erreur. Ça ne me retourne rien. Mais je n'ai plus d'erreur. Alors que, par exemple, si j'enlève un 0, c'est nul, je reçois nul. Pas d'enregistrement. Alors qu'avec 3 champs, ça me retourne quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire. Et j'ai de suite pensé à SQLMap. On va utiliser cette URL pour lancer un SQLMap et voir s'il nous trouve quelque chose. Alors, l'URL, alors déjà, on va prendre ça. Ok, on va le coller là. Donc, c'est http://api. Hop, bien sûr, il faut mettre l'adresse complète. vulnet.thm. Voilà, c'est là que j'ai le résultat. Donc, en fait, c'est cette URL que je vais utiliser avec SQLMap. Et bien, c'est parti. Donc, on va remonter là-haut. SQL map. Alors, tout ce que j'ai fait au début, c'était URL. Alors, non. Hop. On va prendre tout ça. Voilà, on va mettre blog 1. DBS. Je veux savoir, en fait, toutes les databases qu'il y a, si jamais ça fonctionne. Et c'est parti. Donc là, en fait, il va essayer d'analyser, en fait, si
cette URL est injectable. Donc on répond yes à tout. Voilà, donc il fait défiler différents tests pour voir si tout fonctionne. Donc là, on est sur du time-based, donc ça prend un peu de temps. Là, on répond yes. Et on peut voir qu'effectivement, il a réussi. Il a réussi à trouver quelque chose. Et dedans, on a 3 bases de données. Un blog, un formation schéma et un VN admin. Ok, donc ben, on va commencer donc, par la VN admin. Alors, voir ce qu'il y a dedans. Donc pour cela, donc, on a la database. Donc on va mettre grand D VN admin. Et on veut les tables dedans. C'est parti. Voilà. Et donc, on a une grosse liste de tables. Dans celle-là, celle qui va nous intéresser, c'est hop, BE Users, qui est en fait pour Backend Users. Donc, on reprend notre commande, tirer grand T, Backend Users, et on peut commencer par la dumper pour voir ce que ça donne. Donc là, ça nous donne un truc assez imbitable. Donc, on va y aller un peu plus précisément. Donc, au lieu de dump, affiche-moi les columns. Les colonnes, donc. Voilà. Et donc, voilà, on a tout un tas de colonnes. Les champs intéressants là-dedans vont être username, ici, et password. Donc, pour les avoir, on va faire tirer grand C. Donc, on avait dit username, virgule, password, et dump. Voilà. Et là, voilà, on obtient un champ, un username, et un mot de passe qui est crypté en argon. Il nous sera utile pour tout à l'heure. Donc on va le sauvegarder. D'ailleurs, on va le mettre là au cas où, mais on va quand même ici faire un petit VI d'un h.text et on va mettre le mot de passe en argon dedans qui nous sera utile pour quand on va utiliser John the Ripper. Alors John, en l'état actuel, on va pas pouvoir l'utiliser parce que c'est pas un mot de passe RockU. Qui est dans le RockU, donc on perdrait du temps à le lancer. On va continuer notre énumération. Donc, on avait fait, voilà, dans les DBS, on avait fait VNadmin. On va aller regarder blog cette fois. Donc, des blog, voilà, table. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans... Il n'y a pas de S à table. Il y a un S à table, mais il n'y a pas un double tiré grand D. Voilà. Et donc ici, on a blog post, detail, metadata, users. Users, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc table users, dump. Ok, on a tout un tas de champs assez bizarres. Voilà, un bon paquet d'ailleurs. Et on dit qu'on a un password et un username. Ok. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la colonne password. Et c'est celle que l'on va utiliser pour brute forcer le mot de passe que l'on a trouvé dans l'autre table. Donc pour cela, ok, donc ce que je vais faire plutôt un grand C. Pour la colonne, on avait dit password, dump. Voilà. Donc voilà, tous les mots de passe ont été extraits. Donc si on regarde, il dit que voilà, ça a été dumpé dans ce fichier CSV. Si je fais un head de ce fichier CSV, voilà, on a juste les mots de passe. Et bien on va utiliser ça pour John. Comment ça marche? Donc on a déjà notre hash qui est enregistré dans le hash.text. Donc on va faire un petit John. -w égale, alors hop, on va mettre la liste ici que SQLMap nous a généré. Voilà, et on va utiliser notre hash.text. On le lance, il nous détecte bien que c'est du Argon 2. Voilà, avec tous les paramètres, et il n'y a plus qu'à attendre. Et donc voilà, on a obtenu un mot de passe. Maintenant, reste à savoir, alors ce mot de passe, on va le prendre, on va le sauvegarder quelque part, pour ne pas l'oublier. Voilà. Alors, ce mot de passe, le problème c'est qu'on ne sait pas où l'utiliser. Si vous vous rappelez bien, on a on a trouvé un autre sous-domaine.
Donc si je vais par exemple là, hop, on va refaire admin1.vulnet.thm. Voilà, on voit le management panel is up. Ben, on va lui aussi l'énumérer. Alors, petit truc, petit point où il faut faire attention, il nous a noté /en. Il ne faut pas prendre le /en. Parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans en fait. Et vous allez avoir rien du tout comme sortie. On va ici faire donc un GoBuster. Hop, un dir. Et cette fois, on va laisser la common qui doit être suffisante. Et admin1.vulnet.thm, c'est parti. Donc voilà, il a fini. Donc l'affichage part un peu en sucette parce qu'en fait, comme une ligne ça dépasse la largeur de ma fenêtre, après GoBuster s'y perd dans l'affichage, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, il nous a trouvé le N, mais il nous a aussi trouvé un file admin, un typo3, un typo3 temp et un typo3 conf. Voilà. File admin, si vous allez voir dessus, on obtient un répertoire, un temp, où en fait on est redirigé vers EN, ok, et un user upload où il n'y a rien. Donc on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas bien grave, on va continuer, et ici on a le typo3. Donc si on ouvre le typo3, alors qu'est-ce que typo3? Typo3, c'est un CMS. Voilà. Et donc ici, on a une page de login. On avait récupéré un user et un mot de passe. Donc on a le user qui est chrisw et le mot de passe ici. Donc on a chris_w, le mot de passe. On attend pour voir si ça marche. Et voilà, on est rentré dans le CMS et on est admin de ce CMS, de cette interface. Très bien. Donc, on va passer par là pour obtenir un River Shell. Alors, pas la peine d'aller chercher s'il y a des exploits sur ExploitDB ou des trucs comme ça. Enfin, il y en a, mais ils datent de versions trop vieilles. En fait, c'est pas bien compliqué. On peut se balader dessus, mais par exemple, là, si on regarde, on voit qu'on peut uploader des fichiers. Donc, on va dans File List. Voilà, User Upload. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais User Upload, on l'avait vu juste avant. Là, User Upload, et elle est ici. Donc, nos fichiers seront mis ici. Très bien. Donc, on va le tenter. Alors, pour commencer, hop, on va remonter tout là-haut. CP, on va utiliser un ref.php qui est en fait le River Shell qui vient du GitHub de Pentest Monkey. Voilà, on va faire un petit vi ref.php. Voilà, on va aller changer notre adresse IP par notre adresse IP chez TryAcme. Voilà, qui est... Alors, si vous avez une Kali, quand vous êtes connecté au VPN, l'adresse IP, vous l'avez ici en haut à droite. Avec les dernières versions de Kali, maintenant, elle s'affiche quand vous êtes connecté à un VPN. 11.0.110. Voilà. Et on va donc uploader ce fichier. Donc, on est dans temp, endgame. Voilà, ref.php. Ah, voilà, erreur, file is not allowed. Ok, donc il y a quelque chose qui nous bloque les fichiers PHP. On pourrait essayer de s'amuser avec Burp Suite, de changer l'extension et tout, peut-être de rajouter ce qu'on appelle c'est quoi, les magic numbers pour faire croire que c'est un fichier. En fait, il y a beaucoup plus simple. C'est qu'on est admin de ce CMS. Donc on va aller dans les settings, voilà, dans la configuration. Et ici, vous allez chercher extension. File denied pattern. Ici, on a toutes les extensions qui sont interdites. Il suffit de l'effacer et de mettre à jour la configuration. Et maintenant, si on retourne dans File List, allez, on va aller là-dedans, dans User Upload, on réessaye d'envoyer notre ref.php. C'est passé. Voilà, on a supprimé le blocage. Donc on a un ref.php qui est accessible par là. Et bien maintenant, ce qu'on va lancer, c'est un River Shell, un listener. Voilà. Et donc pour cela, moi je vais utiliser donc pwn4cs, voilà, où je lui indique le port 1, 2, 3, 4. Il se met en attente. Et là, je tape ref.php. Si je reviens, voilà, on a une connexion.
Donc là, on est en local. Si je veux passer, je fais CTRL-D, et en faisant CTRL-D, je passe sur la machine. Voilà. Hostname, je suis bien dans Vulnet Endgame, et voilà. J'ai réussi à rentrer. On va créer le petit alias, égal ls-lh-color. Voilà. Très bien. Donc là, ça y est, on est dedans. On va voir si on peut récupérer le flag. Donc le truc dans /home. Voilà, il y a un user qui s'appelle system. Voilà. Le problème, c'est que le user.text n'est lisible que par system. Si je fais un cat du user.text, permission denied. Bon, alors, là, l'énumération continue. À quoi on a accès et qu'est-ce que l'on peut faire? Quand on a fait un ls-l du home system, parce qu'en fait, il va falloir passer system avant de passer root, on peut voir ce répertoire. Il y a Mozilla. cd.mozilla. Voilà, ll, cd Firefox. Voilà, et donc on voit qu'en fait, c'est ici sont sauvegardés les profils de Firefox. Truc à penser, on se dit que si les profils de Firefox, on y a accès, on sait que chaque navigateur a un gestionnaire de mots de passe qui permet en fait d'enregistrer ces mots de passe de site. Peut-être que l'on pourrait y accéder. Alors, particularité, chez Firefox, tout est chiffré. Si on regarde, si je fais un find point, voilà, on a plein de fichiers. Et en fait, dans Firefox, alors je ne sais pas où est-ce que j'ai. Alors, tiens, pourquoi j'ai une erreur là qui est tombée? Bon, c'est pas bien grave. C'est en fait les fichiers de mots de passe. Si on regarde un peu où est-ce qu'ils sont. Alors, tchac, tchac, tchac. Là, voilà. On a en fait ici login.json qui contient les mots de passe chiffrés et le key4.db ou le key quelque chose.db qui contient en fait la clé de déchiffrement. Donc, ce que l'on va essayer de faire, c'est en fait ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer tout ce répertoire Firefox et en local chez nous, on va essayer de déchiffrer le mot de passe. Donc pour cela, on va faire, hop, je vais revenir par là, je vais faire une archive, donc -z cvf on va l'appeler dans /temp /firefox.tgz et qu'est-ce qu'on veut récupérer? .mozilla. C'est parti. Voilà, donc si on regarde dans /temp ce qu'il y a, on a un firefox.tgz qui est l'archive qui fait 7,7 mégas des profils de l'utilisateur. On va récupérer ça. Alors, avec Pwn4cs, il suffit de repasser en faisant CTRL-D en local, dans le framework Pwn4, et de faire un download de Firefox, et l'autocomplétion fonctionne aussi. L'autocomplétion, j'ai tapé Tab, et ça a récupéré le nom du fichier du répertoire où je suis sur la machine. Et j'appuie sur Entrée. Voilà, donc là, bon, ok, ça n'a pas voulu fonctionner. Le download, là, je viens de l'arrêter. On va l'effacer, voilà, de la machine. Et on va le récupérer autrement. On va se remettre sur la machine. Et on va s'ouvrir un petit serveur Python. http.serveur. Voilà, Python 3, oui, parce que je l'ai mal écrit. Voilà. Python 3-mhttp serveur, voilà, et ici on va faire un wget http vulnet sur le port 8000 qui est ouvert par défaut, firefox.tgz. C'est parti, on voit qu'il se télécharge, très bien, donc on n'a plus besoin de ça. Donc ici on a notre répertoire Firefox, on va le décompresser, tar-zxvf Firefox. Voilà, et ça nous a créé un répertoire .mozilla. Très bien. Donc maintenant, il faut trouver comment le déchiffrer. Pour cela, on va aller un petit coup sur Google. Alors, je vais désactiver le proxy. Et on va taper, alors, Firefox, password, crack, par exemple. Voilà. Et on va tomber ici au to crack, with Python, blablabla. Et on a un petit GitHub, ici, qui nous dit Firefox Decrypt.
OK. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dessus? Il y a juste un petit Python, en fait, dans lequel... Alors, attendez, hop, si je suis où là? Hop, où est-ce que j'avais la commande? Là, voilà. Un petit Python à lancer avec le répertoire où se trouvent les profils.ini. OK, très bien. Bon, ben, on va récupérer ce script Python qui est ici. Voilà. On va le mettre en row pour récupérer l'URL. Très bien. Et ici, je me remets là. wget Firefox Python. Très bien. Donc, il m'a dit où se trouve le profil.ini. Si je regarde dans .mozilla Firefox, ici, voilà, dans Mozilla Firefox, il y a le profil.ini. Donc, ce qu'on va faire Python 3 Firefox Decrypt .mozilla Firefox. Et là, il nous a trouvé deux profils, 1 et 8. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Si je fais le 1, ça marche pas. Si je fais le 2, ça marche pas. Pourquoi? Parce que si on regarde dans .mozilla Firefox, on a un troisième profil ici, qui commence par 2F, mais qui n'est pas dans profil.ini. Ben, rien de plus simple. On va éditer ce profil.ini. Alors, Firefox, profil.ini. On va prendre notre chemin et on va le changer sur un des pages de profil ici. Voilà, je vais mettre celui-là à la place. Et je relance ma commande. Et là, on peut voir là qu'il me propose donc le 2. Si je fais 2, voilà, j'ai obtenu des infos. L'identifiant pour le site tryacme.com, c'est chrisvulnet.thm et un mot de passe. C'est intéressant. Donc, on a ça, et on a vu ici sur la machine que dans cd/home, on a un user system. Et bien, ça vaut peut-être le coup d'essayer un SSH. SSH, system@vulnet.thm, et j'utilise ce mot de passe, et je suis connecté en tant que système. Voilà. Cette fenêtre-là, je n'en ai plus besoin. Je vais faire hop, comme ça, très bien. On va remonter. Si je regarde, je suis bien système. Et donc, comme je suis système, voilà, je peux faire un cat du user.txt et obtenir mon premier flag. Ensuite, maintenant, il faut trouver le moyen de devenir root. Alors, pareil, avec de l'énumération, enfin déjà, voilà ce que l'on peut voir ici dans le répertoire home, on a un répertoire utile. Utile, c'est pas quelque chose de courant. Donc, il y a quoi dans utile? On regarde, on a un OpenSSL, un zip, ok. Très bien. On se dit ça va pas trop nous avancer, ok, parce que de toute façon ils sont unis par système, il n'y a pas de SUID. L'astuce ici, dans l'énumération, le sudo-l ne marche pas, on n'est pas sudoer. La liste des SUID, il n'y a rien de bien probant. Par contre, on peut le trouver donc dans cette extension, voilà, qui est Actool. On peut énumérer la liste des capabilités avec un getCap. On va lancer donc le fameux getCap-r/ et on redirige les erreurs vers la sortie nulle. Et qu'est-ce qui nous sort? Il nous sort que les différentes capabilités et que OpenSSL a une capabilité EP. Alors, quand j'ai fait cette machine, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que cette capabilité EP? C'est une capabilité vide, un empty capability. Cela veut dire qu'en fait, ce programme OpenSSL sera exécuté avec les droits du répertoire dans lequel il se trouve. On peut essayer de trouver ça sur Google. Si je fais OpenSSL capability IEP, voilà, on peut tomber, voilà, on en a un qui explique, en fait, voilà, un petit blog qui explique à quoi sert cette capability, et on a aussi le fameux site Actrix, voilà, alors capabilité, si je fais égal EP, voilà, that one, voilà, spécial, ah, il me l'a perdu, on y retourne, un spécial empty capability, it is possible to create a set user ID root program and change,
Voilà. And then the binary will run as root. Voilà. Donc, en fait, voilà, ce qu'explique ce blog, c'est qu'il sera, le programme sera exécuté avec les droits du répertoire dans lequel il se trouve. C'est-à-dire, donc, petite démo, enfin, on va regarder ce qui se passe. Donc, on va aller déjà voir dans GTF au bin. Voilà, parce que OpenSSL y est. Et on va utiliser les mêmes commandes. On va utiliser du file read. Voilà, pour lire des fichiers. Donc, pour lire des fichiers, il nous dit de faire OpenSSL unc in file. Donc, techniquement, si je fais, alors, on avait dit ./OpenSSL, si je fais unc, c'est -in /etc /passwd, parce que je sais que c'est un fichier auquel je n'ai pas accès, et bien là, en fait, et ben là, donc ça fonctionne. Donc, bah ouais, j'ai dû me tromper par rapport au à Capability, qui expliquait que c'était avec les droits. Alors bon, c'est un peu plus compliqué, apparemment. Si je vais dans /etc, si je fais un cat de shadow, j'y ai pas accès. Alors que si je fais un /home /system utile OpenSSL unc-in shadow, j'arrive à le lire. Si j'arrive à le lire, ça veut dire que je peux faire des actions en tant que route. Si on regarde GTF au bin, ici, on peut écrire aussi des fichiers. Voilà, on voit, blabla. OpenSSL unc, on prend en entrée un fichier, en sortie un autre fichier. Et bien, ici, ce que l'on va faire, c'est que on va se créer son propre fichier passwd avec un compte route rajouté par nos soins. Pour cela, ce que l'on va faire, donc on va faire un petit cp de passwd dans /temp. Voilà. Un petit vi /temp passwd. Donc ici, on a plein d'utilisateurs. Je vais copier, grâce à YY, la ligne route. Shift G, je vais à la fin. P, je rajoute la ligne que j'ai copiée. CW pour virer le premier mot. Et là, je vais l'appeler Kikou. Voilà. Hop là. Voilà. Et ensuite, à la place du X, donc je fais un X justement pour le supprimer, I, et ici, je vais mettre un mot de passe chiffré. Donc pour cela, rien de plus simple, je vais taper sur ma machine à moi, OpenSSL, passwd, là il nous demande un mot de passe, je vais mettre Kikou aussi, Kikou, voilà, il nous génère un mot de passe chiffré, ce mot de passe, je vais le copier dans mon passwd, et je sauvegarde. Maintenant, grâce à OpenSSL, on va faire un petit, donc on avait dit c'était /home inc en entrée /temp /passwd et en sortie le passwd du répertoire dans lequel je suis, c'est-à-dire etc. Voilà. Donc si je fais un cat de passwd ici, j'ai ma ligne Kikou qui a été rajoutée. Il me suffit de faire su Kikou, je tape mon mot de passe et voilà. En fait, je me suis rajouté un utilisateur root dans passwd. Et donc maintenant, effectivement, ID, je suis root. Je n'ai plus qu'à aller dans /root, ls. Donc on peut voir qu'ici, le root.txt n'a pas été mis directement dans /root. La raison est pour qu'on n'ait pas... en fait, avec OpenSSL, on aurait pu se dire, il y a peut-être le fichier root.txt, je vais directement lire /root.txt. Mais je pense que le créateur de la machine voulait qu'on aille plus loin, qu'on arrive à devenir root. Parce que ça, thm-flag, on n'aurait pas pu le deviner. Donc voilà, et donc maintenant que je suis root, cd thm-flag, ls, cat root.txt, et j'ai mon flag root. Voilà, voilà. Bon, cette machine, voilà, la vidéo a été condensée. Vous voyez pas tout le cheminement en fait que j'ai eu, toutes les énumérations, le shop, le shop Vulnet, qui en fait ne sert à rien. Donc on perd beaucoup de temps à essayer de l'énumérer, voilà, d'essayer de trouver les différents trucs. J'ai perdu du temps aussi avec la liste common. Je n'avais pas le admin 1. Voilà, donc ça m'a pris pas mal de temps, voilà, mais c'était très sympa, ça nous force à chercher.
chercher, 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 et le moindre petit truc qu'on récupère, le prendre, le mettre de côté, ça peut servir pour plus tard. Voilà, voilà, les capabilités empty. Voilà, c'est encore un peu obscur. Je vais regarder un peu, voir à quoi ça correspond. Mais voilà, je pensais que justement ça prenait les droits du répertoire où on était, de ce que j'avais compris. Non, apparemment, ça peut-être ça récupère les droits d'autres choses, d'un fichier ouais, parce qu'il dit voilà, si tu veux voilà, si vous voulez dans les blogs que j'ai regardés, pour faire les actions, il fallait se mettre dans slash. Slash appartient à route. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette salle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!